Bon, exactement à 9h30. Ça fait différent la musique. Hein? C'était un clin d'œil à les dames des années 50, à l'ancien CKVL 850 tout simplement. Donc c'était une manière. Bon, ça sort de la musique traditionnelle. Mais si on écoute bien les paroles, Pierre, bonjour mesdames et messieurs, c'est David Paquet en ondes, bonjour. Mais si on écoute les paroles, c'est le début d'un temps nouveau. Les femmes font l'amour librement et puis les couleurs sur la peau se mélangent. Ça parle d'ouverture, ça parle d'une époque qui était exact, qui était consciente des changements, de la diversité puis de l'acceptation. Et c'est des sujets qui, on pense qu'après 50 ans, c'est réglé. L'histoire des mélanges de couleurs sur les peaux, il y a encore des histoires de racisme, il y a encore du sexisme, il y a encore une place de la femme qui est pas équilibrée dans plusieurs endroits. Donc, c'est des sujets sociaux vraiment importants. Cette chanson, tu sais, Pierre, la musique, c'est une photographie dans le temps d'une société. Souvent, les porte-paroles de comment je pourrais dire, jadis c'était les porteurs de légendes, les bardes, les chansonniers. Dans le fond, c'est ça. Fait que voilà. Bon vendredi matin, comment ça va bien? Ben là, ça va très bien, je te remercie. M. David Paquet de chez Advise Communication, spécialiste marketing. Exact. Comme à tous les vendredis. Donc, oui. Pas juste les vendredis, 24/7, 365 jours par semaine, je suis spécialiste. Ben écoute, c'est une journée de la femme, donc on ne peut ne pas parler de la femme au niveau... On peut en parler, en fait. On peut en parler, voilà, c'est ce que je voulais dire. On ne peut pas passer à côté. Ben, en fait, j'aimerais saluer toutes les femmes qui nous écoutent, évidemment. Je salue ma mère, la femme la plus importante de la planète. En fait, je voudrais parler aujourd'hui des principes que dans le fond, cet éveil-là par rapport à la femme et même cet éveil-là à le raffinement social nous a amené en publicité. Très souvent, quand on fait des messages publicitaires, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un message, puis ensuite, on va écrire des arguments. L'exemple que je donne souvent, c'est mon message, c'est bois du lait, c'est bon pour tes os. Puis, ça va se transférer dans des arguments émotionnels et rationnels. Donc, le cerveau fonctionne de deux façons, émotionnel ou rationnel. Donc, émotionnel, ça va être c'est bon pour tes os, tu vas vivre plus vieux, tu as moins de risques de chute et ainsi de suite. Et puis, l'argument rationnel, ça va être plutôt de dire si tes os sont plus solides que les autres, il y a moins de risques de casser. Voici des statistiques, puis voici des comparaisons d'os qui ont pris des os qui ont pris du calcium, puis d'autres qui n'ont pas pris de calcium, puis voici après tant d'années les risques de pourcentage. Je m'en vais dans un calcul mathématique. Traditionnellement, on pense que la femme est émotionnelle et l'homme est rationnel. Puis en fait, ça, c'est des raccourcis qu'on prend, surtout quand on explique ce concept-là à des débutants. Et puis, rapidement, on s'est rendu compte dans l'univers de la communication que la publicité a évolué. Si tu te rappelles, dans les années 50, la femme, c'était une ménagère, on lui vendait des produits ménagers. Puis même avant ça, la publicité n'était pas adressée à elle. Il y a eu une subtilité. C'était monsieur. Exact. Dans les années 30, 40, 50, 60, donc dans l'après-guerre, il y a eu de la publicité qui a été... ça a-tu coupé mon micro? Non, je suis encore là. Il y a eu de la publicité qui a été ciblée vers la femme qui avait un pouvoir d'achat. Monsieur était parti à la guerre et donc il y a eu tout un changement social où la femme a pris plus de place et dans l'univers d'achat. Et ça s'est continué, cette subtilité-là. De nos jours, on fait encore ces raccourcis-là en disant la femme est émotionnelle, prend ses décisions de manière émotionnelle et l'homme prend ses décisions de manière rationnelle. En fait, c'est pas vrai. Et là, il y a un niveau de subtilité qui dit que 60% des femmes sont émotionnelles, 40% rationnelles, 60% des hommes sont rationnels, 40% émotionnels. Moi, je pense que c'est beaucoup plus nuancé que ça. On va prendre des décisions émotionnelles et rationnelles dans certains contextes. Donc, des exemples, moi, je veux dire, quand je magasine certaines choses, je vais être émotif. Puis quand je vais magasiner d'autres choses, je vais être rationnel. Ça dépend de ce que je magasine. Il y a des comportements qu'on est capable de dresser. Puis je vais en parler, mais en fait, je vais faire la parenthèse tout de suite. C'est que je pense qu'on est obligé, quand on fait de la publicité, de stigmatiser, puis d'atténuer les contrastes. En fait, d'augmenter les contrastes pour être capable d'avoir des différences. On enlève des nuances pour être capable de planifier. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on va essayer d'isoler le plus possible des démographies dans le fond, c'est sûr qu'il y a cette conscience-là sociale que les choses évoluent. Dans le sens qu'un publicitaire doit être au courant de ce qui se passe dans une société pour être capable de l'utiliser. Donc, il faut être conscient de ces nuances-là.
au niveau, dans le fond, je ferme la parenthèse, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va se dire, on voit que, par exemple, dans les comportements, la femme a plus tendance dans un couple de regarder longuement avant l'achat. Tandis que l'homme va avoir un achat plus impulsif. Mais oui. Exact. Mais tu vois, ben oui. Mais non, mais c'est un fait. Mais tu le vois. Mais c'est un fait, mais basé sur quoi? Pour avoir été dans le commerce au détail, moi, je peux te dire que, bon, oui, il y a certains... S'il y a de bonne communication dans les deux, puis c'était déjà préparé l'achat, puis tu sais, ils ont déjà une tendance... Ils savent, ils sont dédiés, là, ils sont acheteurs, ils savent, ils s'en vont procéder à l'achat. Ça veut pas dire qu'ils vont l'acheter ce qu'ils vont aller magasiner, mais ils sont prêts. Mais lorsque il y a quelque chose qui a attiré l'œil... moi, ça me dire que c'est un cliché, mais qui attire l'œil de l'homme automatiquement, tout de suite, l'homme va tout de suite aller beaucoup plus impulsivement procéder à l'achat, contrairement à la femme qui va dire, attends une minute, là, on va ramener ça à l'ordre. Peut-être parce que c'était dans le milieu de produits de gars que je te parle, c'était au niveau électronique, peut-être qu'à ce moment-là, c'était plus dédié, là, c'est un propos sexiste, non, c'était un fait. C'est les gros parleurs, les gros systèmes de son, c'était plus alors, souvent, j'ai vu, moi, pendant l'expérience, que les gars étaient beaucoup plus impulsifs que les femmes. Mais dans l'achat ce produit-là, oui, exact. Mais dans un produit qui va être utile aux deux, par exemple une maison ou un automobile, c'est ça qu'on note. On voit que, dans le fond, il y en a une des personnes... majoritairement la femme va prendre plus de temps à regarder. Ouais. Mais ça, ce qu'on est en train de faire, là, c'est qu'on est en train de parler de contraste. Ben oui. Puis on est en train de parler de principes, qu'on s'entend sur ces principes-là. Ouais. On aurait d'autres personnes sur la table qui pourraient amener des nuances, mais à la fin, on arriverait à une espèce de consensus social. Ouais. Ce qui arrive, c'est que dans la réalité, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais ce qu'on vient de faire là, c'est un exercice qu'on fait en amont pour être capable de planifier en publicité. On dit, OK, ben si je positionne mon produit, je vais le positionner vers la femme, donc je vais créer des contenus qui vont être plus lisibles, plus émotionnels. Le problème, c'est que c'est pas la réalité. Puis le contexte social évolue beaucoup. Tu sais, on parle d'un couple qui va acheter une maison. Ben les couples, là, de nos jours, il y a des lesbiennes, il y a des homosexuels, il y a la communauté LGBT, il y a des trans, il y a des communautés immigrantes aussi, les familles monoparentales, les communautés immigrantes, les mœurs sont pas les mêmes nécessairement. Donc, la façon de magasiner va être différente. Tu peux pas juste isoler homme-femme, là. Tu sais, ça, c'est comme cowboy puis indien dans le temps, là. C'est les bons, les méchants. Je dis pas qu'il y en a un bon, un méchant, mais c'est cowboy, indien, là. C'était super tranché. C'est-à-dire que c'est contrasté. Ben oui, alors que c'était pas ça, là, on sait très bien que les cowboys c'était les méchants des fois, là, c'était ça. Fait que moi, c'est un peu ce que j'amène aujourd'hui, ces nuances-là sociales qui viennent subtiliser l'art de la publicité, en fait. Mais on est obligé en amont de quand même avoir des contrastes. Puis quelqu'un qui débute en publicité, ben c'est beaucoup plus facile de dire ben les femmes sont émotionnelles puis les hommes sont cartésiens. Ouais. Mais au moins, si tu fais ça, t'es déjà en train de subtiliser ton message en deux parce que tu le subtilises, tu le divisais pas. Bravo, c'est un bon exercice. Continue à faire ça, puis tu vas te rendre compte que ça te prend des vingtaines, des cinquantaines de messages pour t'adresser à toutes les petites démographies que tu essaies de rejoindre, en fait. Ouais. Là. Mais à ce moment-là, comment amener l'intérêt d'un produit vers ces gens-là, tiens, je vais dire ça comme ça, vers ces personnes-là. Mais tu sais, mais non, mais ça, c'est bon ce que tu dis parce que t'as des compagnies qui ont visé le marché féminin. Exemple, au niveau de la communication TELUS, où est-ce qu'ils vont aller chercher beaucoup plus une image qui plaît aux femmes, pas parce qu'il plaît pas aux hommes, là, mais par expérience, je le vois. Exemple, Apple, je me souviens quand Apple est revenu dans le milieu d'informatique, est arrivé avec des ordinateurs roses, vertes, mauves, avec un look design versus le fameux moniteur beige drabe, là. Pour Volkswagen, avec la nouvelle Beetle, parce qu'ils ont pensé à mettre une fleur. Alors, on voyait vraiment qu'ils allaient chercher indirectement une clientèle plus féminine. Donc, c'est un peu le contraire de ce que tu... oui, mais on est vraiment dans des stéréotypes, là, comme de dire que les femmes aiment les fleurs et les trucs roses. Tu sais, c'est pas juste ça. Non, mais c'était pour... je sais que c'est pas juste ça, mais c'est un exemple de... eux, ils se cachent pas pour viser vraiment une clientèle différente, là, je vais dire ça comme ça. Tiens. Ah oui, ben écoute, un des exemples qui m'avait été donné dans le temps, c'est avec Volvo. Volvo cible les femmes, dans le fond. Et dans le fond, le positionnement de Volvo, c'est la sécurité. Mm-hmm. Dans le fond, quand tu penses à certaines marques, en fait, comment fais-tu pour savoir si ton positionnement fonctionne? C'est que tu vas demander à des gens, tu vas leur montrer des marques, puis tu vas leur demander de dire des mots. Ouais. Puis s'ils disent le mot auquel que tu voulais, dans le fond, tu as réussi ton positionnement. C'est un peu comme ça que ça marche. Okay. Volvo veut que quand tu penses à Volvo, tu penses sécurité. Ouais. C'est ça le positionnement. Donc,
ils ont fait une publicité commandite dans la série Twilight. Mm-hmm. Et dans Twilight, ils conduisent des autos et ils conduisent des Volvo. Des Volvo, ouais. Dans le fond. Puis un des personnages, je me rappelle plus des noms, là, j'ai pas été un fan, mais je les ai écoutés quand même. Ouais. Oui, je m'excuse, auditoire, j'ai écouté les Twilight. Bon, tu vois, je me doutais pas du tout. Je suis émotionnel des fois. Mais dans le fond, dans Twilight, il y a 2 personnages principaux. T'as le vampire, le plus vieux, puis t'as le loup-garou, en fait, le lycan, pour être plus spécifique. Mais dans le fond, le vampire est plus vieux et était ciblé aux femmes plus âgées. En fait, parce qu'il c'est le protecteur. Il protège la fille qui est l'actrice principale. Je ne me rappelle plus c'est quoi son nom. Puis donc, il la protège. Et puis, donc lui, il a comme un véhicule utilitaire, et ainsi de suite. Puis dans les manœuvres qu'il fait, il est sécuritaire et tout. Mm-hmm. Puis c'était un gros deal publicitaire. Là. Quand il commandite un film comme ça, là, c'est pas 100 piastres, là, c'est des millions de dollars. Puis après ça, il y a toutes sortes de spin-offs qu'on voit parce qu'il y a des publicités un peu partout pendant la sortie du film. Il y a des démonstrations. Et puis l'autre, le jeune, lui, c'était un sportif avec la fougue. Fait qu'il avait un véhicule un peu plus sportif, faisait des manœuvres, mais lui aussi, il essayait de protéger la fille dans l'histoire, donc c'était aussi le protecteur. Donc comment on fait pour cibler? Ben souvent la tactique est vraiment pas in your face, c'est-à-dire que c'est pas on va faire juste des pubs sur la sécurité ou tu sais une fleur, je m'excuse, c'est un peu trop in your face. C'est plus subtil. Ouais, c'était beaucoup plus subtil que ça parce qu'il y a tout un message derrière qui, dans le fond, ça partait d'un principe où Volvo se rendait compte que leur clientèle qui achetait, c'était des femmes et que les véhicules ne cadraient pas nécessairement avec eux ni leurs besoins, donc il fallait orchestrer une espèce de positionnement et aller chercher la clientèle plus jeune. La clientèle plus jeune qui veulent quand même conduire l'auto de maman-papa, mais maman-papa veut que ça soit sécuritaire, mais le jeune veut que ça soit sportif. Donc il y a des messages en arrière. Il y a toutes sortes de stratégies. Là. C'est pas juste on va mettre des fleurs, ça va vendre plus aux femmes. Là, c'est un peu plus c'est un peu plus subtil. Donc comment faire? Ben au début, je pense que c'est simplement de réfléchir à qui on veut s'adresser, c'est quoi sa problématique de vente. Tu as des produits ABC, tu as des clientèles X, Y, Z. Est-ce que tu vends tous les produits à tout le monde? Non. Qui veux-tu rejoindre? Parfait. Après ça, tu vas réfléchir à qu'est-ce que tu vas leur dire. Là. Okay. Bon, tu réfléchis à, OK, bon, je suis pas capable de vendre le produit B à la personne Z. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est qui la personne Z? C'est un couple? C'est un homme? C'est une femme? C'est quoi sa démographie? C'est quoi son histoire? Tu réfléchis à cette personne-là à qui tu veux t'adresser. Puis là, tu décides c'est quoi ton message, en fait. Ton message, c'est un peu ce que tu voudrais planter dans le cerveau de l'autre. Là. C'est comme je te parle là, Pierre, le lait, là, c'est bon pour toi, bois-en. Ça, c'est mon message. Mais je te dirai pas ça comme ça. C'est ce que je voudrais que tu entendes. Mais je vais te le dire de manière, avec des arguments émotifs, rationnels, avec des appuis, des choses comme ça, pour que ça rentre chez toi, mais que tu l'absorbes parce que t'as une personnalité, t'es unique, tu vois la vie d'une certaine façon. Je peux pas dire le même message à tout le monde de la même façon comme on faisait dans les années 20. Dans les années 20, c'était pas compliqué, là. C'était martel, à un moment donné, ça va rentrer. Donc, dans le fond, la publicité s'est ajustée selon, pas nécessairement le féminisme, parce que le féminisme a amené une égalité, c'est sûr, mais elle s'est ajustée. Mais si demain matin, c'était égal, mais il y avait une partie de la population, exemple l'homosexualité, qui ne serait pas au même niveau. Donc, les publicitaires focuseraient plus pour aller chercher cette portion-là de marché. Bon, faut faire attention, là, on marche vraiment sur des œufs avec des bottes de béton. Là, il n'y a pas une affaire de niveau, selon moi. Là, je suis pas d'accord avec ça. Là, c'est pas le féminisme a amené une égalité. Il y a encore des inégalités, mais on s'adresse pas aux féministes nécessairement. Ou tu sais, qu'il y ait des inégalités homosexuelles ou non, c'est pas parce qu'il y a des inégalités qu'un publicitaire devrait s'adresser à ces inégalités-là. C'est juste que ça, je veux nuancer, non, là. Il faut juste être conscient que dans la société actuelle, il y a des inégalités. Si je m'en vais, je veux dire, je sais pas moi, dans un pays arabe, puis il y a un conflit, puis il y a comme 3 factions qui se battent, faut que je sois au courant de ça, tu comprends? Faut que je m'intéresse à la société dans laquelle je vais publiciser. Mais ça veut pas dire que parce qu'il y a une inégalité, que je vais m'adresser à eux automatiquement, ça dépend. Tu restes dans un monde des affaires, tu es là pour pécunier, là. Fait qu'il faut que tu penses à ce que tu vas faire. Mais des fois, tu peux aller chercher des assises où tu peux aller mettre
une communauté derrière toi qui va supporter parce que tu veux pas te mettre une communauté à dos, ça va faire l'effet contraire. Ouais. Tu vas perdre tes cibles aussi. Là. Si quelqu'un aujourd'hui il a des inégalités puis il décide de se mettre une communauté à dos, ben il va avoir l'autre. Tu sais, je vais utiliser des contrastes. J'haïs ça faire ça, mais mettons tu as une communauté homosexuelle que tu te mets à dos, ben tu vas avoir une communauté hétérosexuelle qui va se mettre à dos à toi aussi là, parce qu'elle est sympathique avec la cause puis les inégalités. Tu sais, s'il y a eu une montée du féminisme, là, je pensais à ça en m'en venant, puis il y a eu des manifestations. Ça veut dire que dans les années 30, 40, 50, il y a des hommes dans les ménages qui étaient d'accord avec ça. Tu comprends? Le changement de mentalité s'est fait là aussi. Là. On pense que c'est juste la femme qui est allée dans la rue scander. Mais puis je sais que ça va hérisser des oreilles, là, mais ça veut dire qu'il y a des hommes à l'époque qui les ont laissé faire ça et qui sont peut-être même allés manifester avec eux. Mais on espère, justement. C'est pas qu'on l'espère, ça veut dire que c'est ça qui est arrivé, parce qu'à l'époque, c'était ça. L'homme avait comme plein pouvoir quasiment sur la femme. Il y avait une ouverture d'esprit quand même. Oui, il y avait une ouverture d'esprit. C'est un changement social. C'est une acceptation sociale. Donc, au niveau publicité, dans le fond, c'est pas ça qu'on tient compte. On tient compte surtout du produit. Puis là, on va aller chercher l'information pour faire vendre le produit ou présenter le produit, comme tu l'as dit. Exact. Et ça va s'adresser autant aux hommes qu'aux femmes, tout simplement. Ça sera pas aussi le produit est dans un marché, il faut que tu sois conscient de ton marché. Si t'es pas conscient de ceux qui vivent à côté de toi, puis dans leur mœurs, dans l'actualité, tu vas te planter. Là. Tu sais, tu peux faire tu peux faire des énormes gaffes. Des gaffes publicitaires, on en a vu énormément. Personne n'est à l'abri de ça. Puis la deuxième chose qui va arriver, c'est que tu vas manquer des opportunités. Des grosses opportunités. Fait que faut avoir un côté social, là, tu sais. Voilà. Mais fort intéressant. Donc juste faire un lien, je parlais au niveau, on voyait ce matin dans la presse qui citait le journal Métro, où est-ce qu'il y a eu des démissions en bloc, et moi je suis arrivé en disant, ben c'est sûr que... C'est la faute aux publicitaires. Ben c'est la faute aux publicitaires, mais... C'est de notre faute. Ouais, non, mais pas c'est radical. C'est sûr, je généralisais, mais quand même, ce serait bon de parler là-dessus parce que on voit de plus en plus que les journaux locaux qui est lu souvent par les gens, je vais dire 50 ans et plus, là, tu vas me dire je catégorise, mais je pense que c'est ça, qui sont habitués à avoir du papier. Stéréotypé. Oui. Je vais t'embaucher. Non, mais quand même, tout ça pour te dire que ces gens-là qui sont habitués de papier ont plus ces informations-là. Et la raison qu'on on dit c'est parce qu'ils lisent plus. C'est pas parce qu'ils lisent plus, c'est qu'ils veulent lire. Mais peut-être que les journaux locaux, ben souvent, à défaut d'avoir des revenus, ben ils ferment. Mais on dit qu'il n'y a plus personne qui lit ça. Mais la réalité, c'est quoi? As-tu des statistiques? Y a-tu quelque chose qui dit que oui, effectivement, les gens ne lisent plus ces journaux-là, ce qui fait que les gens ne croient plus là-dedans, donc il n'y a plus de publicitaires qui investissent. Moi, je pense que, c'est pour ça que j'affirmais ça, que les publicitaires ont perdu confiance dans ces journaux-là, ce qui fait que, bon, ça fait effet contraire, parce qu'il n'y a plus personne qui lit ça, parce qu'il n'y a plus de disponibilité, tout simplement. Ouais, c'est vraiment une grosse question. C'est passionnant, cette question-là. En fait, c'est de dire est-ce que le livre va mourir, est-ce que la radio va mourir, est-ce que la télé va mourir, et ainsi de suite. Je pense pas. Ben, ça, c'est mon humble opinion. J'ai pas de statistiques là-dessus, mais je pense pas que le livre va mourir. Je pense pas que la radio va mourir. Je pense pas que ces canaux-là vont mourir. Ouais. Parce que, je veux dire, c'est des canaux quand même de proximité. Ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une rationalisation. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple des journaux. Les journaux se sont étendus dans le territoire et se sont diversifiés avec les magazines et ainsi de suite. Toute l'imprimerie s'est diversifiée. Dans les années, je pense, 60 à 90, là, quelque chose comme ça. Puis le papier, je veux dire, les journaux, c'est depuis les années 1800, je sais pas combien. Oui, je sais, mais je veux dire, les journaux comme on les connaît. Mais bon. 1900, tiens. Ouais, exact. Et donc, j'essayais de me rappeler dans mon cours d'histoire, l'imprimerie, c'était quand Gutenberg, 1495, mais c'est le seul chiffre que j'ai en tête. Je sais pas si c'est ça. Les journaux comme la Gazette, je pense qu'il y a 150 ans, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc, il y a une diversification sur le territoire, puis dans le fond, les journaux se sont spécialisés pour rejoindre des clientèles spécifiques, ce que les publicitaires veulent, en fait. Les publicitaires veulent rejoindre des démographies spécifiques. Au départ, c'était justement, comme on parlait tantôt, c'était homme-femme. Tu sais, c'était juste homme. Mais là, après ça, c'était femme. Mais là, oui, mais quel type de femmes? Ah, je veux des femmes jeunes. Ah, OK, je veux des femmes vieilles. OK, mais après ça, je veux des femmes vieilles aisées. Comment tu fais pour les rejoindre? Ben, dans le fond, il fallait s'adresser dans des médias que ces gens-là
communiquaient. Que ces gens-là lisaient. Donc, il y a eu toutes sortes de journaux qui se sont bâtis, et puis il y a eu des empires de journaux qui ont créé toutes sortes de journaux, justement pour rejoindre ces catégories-là. Oui, mais le revenu était surtout, c'est ça, au niveau publicitaire. Exact. Avec la publicité, exact. faisait des sous. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? C'est que la plupart de ces journaux-là sont rendus sur le web. Puis, ce qui s'est passé, c'est que depuis une 10-15 d'années, il y a eu une migration vers le numérique. Puis, dans le fond, ces médias-là, dans le fond, s'adressent quand même au même public et ont un véhicule papier et un véhicule qui est numérique. Ouais. La portion qui est investie dans le numérique est plus grande qu'avant. Mais la portion publicitaire d'investissement total est plus grande. Donc, la tarte augmente, mais la portion qui est attribuée aux médias traditionnels baisse au profit des médias numériques. Ce qui se passe, par contre, Pierre, puis là, je fais déjà ma prédiction de Nostradamus. Allez, on t'écoute. Nostradavid. C'est que la publicité fait son temps dans un médium et après, elle devient saturée parce qu'il manque d'efficacité. Ce qui va se passer dans les prochaines années, ce qu'on va voir, c'est que Facebook, par exemple, la publicité fonctionne super bien, mais à un certain point, il y a tellement de gens qui vont utiliser Facebook que ça va devenir saturé et ça va être moins rentable à la publicité, ce qui va créer un effet inverse. C'est que là, il va y avoir des gens qui vont quitter. Et là, la publicité, pour assurer le même niveau de revenu, va augmenter, ce qui va faire perdre l'efficacité et une boucle sans fin va suivre. Absolument. Et ça peut prendre quelques années à arriver. Mais c'est ça qui va arriver, c'est sûr. C'est ce qui arrive dans des médias quand il y a une saturation publicitaire. Le publicitaire, ce qu'il veut, là, c'est que son dollar est le plus loin possible pour rejoindre une clientèle. Normal. Ce qu'on voit maintenant, c'est que les jeunes ne sont pas sur Facebook. Ils sont sur Snapchat, ils sont sur des jeux vidéo, ils sont ailleurs. Il faut aller les rejoindre ailleurs. Absolument. Donc, je suis d'accord. Mais je t'arrête de secondes, mais c'est surtout ceux qui lisent encore qui ont perdu cette accessibilité-là et qui doivent se convertir au numérique. Mais à défaut d'avoir du numérique, il n'y a pas grand-chose. Ça, moi, je trouve que c'est de valeur pour ça. Donc, il y a presque plus d'hebdo, presque plus rien dans l'hebdo. Puis de deux, le commerçant, on en a parlé aussi, local, celui qui aimerait faire une publicité à coût réduit, souvent, il veut aller au niveau peut-être papier, mais il ne peut pas parce que les coûts pour le papier est plus cher que le numérique. Donc, tu sais, c'était comme un peu l'œuf ou la poule, là, tu sais pas. Et là, à un moment donné, les journaux ferment en disant, mais il n'y a personne qui lit ça. C'est ça. Alors que c'est pas ça. C'est pas on assiste à une rationalisation de marché. C'est de l'économie, là. Je veux dire, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu tellement de petits joueurs publicitaires, vraiment une énormité. Puis là, dans le fond, il y a un changement qui est majeur, macroéconomique. Tu as un changement technologique ou de tendance qui fait en sorte que ça se rationalise. En ce moment, ce qui va se passer dans les prochaines années, il va y avoir 2, 3 ou 4 gros joueurs publicitaires mondiaux. Mais là, c'est là que c'est un problème en soi. C'est un problème, mais après, ce qui va se passer, c'est qu'il va réavoir des petits joueurs qui vont arriver parce qu'il va y avoir une saturation chez les joueurs mondiaux. C'est des principes économiques qui sont prouvés depuis les dernières années. Tu as des modèles qui changent, qui évoluent. Tu as des cartels, tu as des... tu vois, regarde les courses sont loin. Là, non, mais comment ça s'appelle? La Coupe du Monde. Où est-ce que tu vas voir Coke, tu vas voir le Super Bowl, tu vas voir encore là des noms qu'on reconnaît. La Ligue nationale de hockey, le baseball. Ils sont partout, mondialement. On voit vraiment qu'il y a un contrôle massif du temps d'antenne de publicité qui est réservé à eux indirectement. Donc, les petits joueurs, ils ont de la difficulté peut-être à sortir de ça. Non, c'est pas tant ça que je voulais dire. C'est que les gros joueurs, ça va être Facebook, Google, Amazon. Amazon va faire de la pub aussi. C'est que ça devient des joueurs qui rachètent et ça centralise le marché, là, en fait. Donc, c'est ce qui va se passer. Évidemment, il va y avoir d'autres joueurs numériques nationaux dans les pays, et ainsi de suite, mais c'est quand même eux qui ont la grande part de tarte publicitaire mondiale. Ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une inefficacité publicitaire à un certain point, et c'est là qu'il va y avoir des petits joueurs qui vont réémerger parce que le publicitaire veut quand même rejoindre une cible de proximité. Et là, on voit d'autres éléments qui se passent. C'est qu'à travers les réseaux sociaux, là, il y a ce qu'on appelle des influenceurs. L'influenceur, c'est quelqu'un qui a une autorité morale auprès d'un certain groupe de personnes et qui, dans le fond, va afficher une marque pour
devant ce public-là. C'est un peu ce que le journal faisait dans le temps. Je veux dire, tu avais un journal, on va dire, qui s'adressait à des fermiers. Ben, aujourd'hui, tu as peut-être quelqu'un qui est une star fermière, qui est connu dans le monde agricole, puis qui va tester des produits. Ben, ça, c'est un influenceur. Puis moi, si je suis John Deere, là, ben, je veux que ce gars-là fasse une vidéo sur ma nouvelle machine pour montrer, parce que je m'adresse aux fermiers. Donc, les tendances sont là. Exact. Mais lui, cette personne-là, là, on va l'appeler Jean-Paul. Là. Ben, Jean-Paul, moi, John Deere, je suis prêt à payer Jean-Paul directement. Et donc, Jean-Paul devient un média. Tu comprends? Ce qui arrive de nos jours, c'est que les individus deviennent des médias. Et donc, on assiste à la fois où est-ce qu'il y a des méga monopoles, mais dans lesquels il y a des réseaux et tout le monde devient un canal. Es-tu en train de dire qu'il faudrait qu'il y ait des influenceurs, mais qui a 50 ans et plus? Ah, ben, il y en a. C'est pas qu'il devrait en avoir. Il y en a, là. Demain matin, tu veux partir une campagne, là, on va en faire. Oui. Mais puis il y en a qui essayent, puis il y en a qui échouent. Non, mais on regarde. C'était quoi, là, les voyages en Chine, là, qui a fait faillite récemment, là. Oui. Sinorama. Bon, ils ont essayé, là, avec. Je sais pas. La comédienne, non? Oui, la comédienne, exact. Guylaine Tremblay. Ils ont essayé. Puis c'est une influenceur, si on veut, parce qu'elle a une autorité morale. Tu veux dire qu'il y a eu autre que le 30 secondes qu'on voyait à la télé? Ben oui, quand tu signes un deal, il y a d'autres affaires qui se passent. Là. Okay, ben, d'après moi. Ben, sinon, c'est peut-être pour ceux qui ont fait une faillite parce qu'ils n'étaient pas bons en négociation. Okay. Mais non, c'est ça. Elle, c'est une actrice. Ça compte pas les acteurs. C'est comme si un carré est un rectangle, mais un rectangle n'est pas un carré. Un acteur est un influenceur d'une certaine façon. Mais dans le fond, l'influenceur n'est pas nécessairement un acteur. C'est juste que l'influenceur a un pouvoir puis publie quelque chose dans un groupe. Tu sais, je pense à quelqu'un qui animerait le groupe Sud-Ouest Maman. En forme. Cette personne-là, elle influence un groupe. Elle a un pouvoir d'influence qui est plus restreint, qu'une personnalité beaucoup plus connue. Ouais. Mais si je m'adresse dans le Sud-Ouest aux mamans, c'est cette personne-là que je vais aller voir. Je suis prêt à faire un deal avec cette personne-là. Ouais. Puis cette personne-là, c'est pas. Je passe pas par Facebook là, pour payer quelque chose. Là. Je m'en vais la voir, je m'assois sur le coin d'une table, je dis ça te tente-tu de faire telle affaire pour tant de dollars? Ouais. Elle me fournit ses prix, puis on s'entend. Donc, elle utilise le média social pour faire de la pub. Fait que moi, dans le fond, c'est là que ça devient complexe, parce que Facebook, c'est un réseau social, mais c'est un canal publicitaire aussi. Tu sais, c'est un peu ça. Mais ça ramène pas nécessairement le journal local avec de l'information pertinente dedans pour un lecteur qui est assidu au papier. Là, Non, mais il va se convertir au numérique. Oui, exact. Mais je pense pas que le journal va nécessairement mourir, parce que c'est juste qu'il va prendre une autre forme. Est-ce que c'est viable de faire de l'imprimerie puis de l'envoyer à tous les jours à toutes sortes de portes? Non, on le voit. C'est pas rentable. Non, mais hebdomadairement. Non, c'est pas rentable parce que encore là, il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas de publicité dedans, exact, voilà. C'est ça. Ouais. Mais puis malheureusement, ça va peut-être pas fonctionner dans la forme qu'on la voit. Il ne faut pas être nostalgique de ça. Il y a quelque chose qui va changer. Non, mais pas être nostalgique, mais il y a un besoin. Moi, je pense qu'il y a un besoin qui est là. Mais moi, je lis pas de livres sur le numérique. Non, mais tu comprends? Non, je lis pas de livres numériques. Je lis des livres physiques. Puis je pense que... Non, mais c'est correct que tu me coupes. Là, je vais te lancer des pierres. Mais dans le fond... puis je vois des enfants, ils lisent pas de livres numériques. C'est difficile de lire là-dessus. Fait que ça veut pas dire que tout va être numérique, mais est-ce qu'il y en a qui lisent là-dessus? Oui, définitivement. Est-ce qu'il y a moins d'achats de livres? Oui, il y en a moins d'achats de livres, mais ça va pas nécessairement mourir. Faudrait qu'il y ait des influenceurs de livres. Tiens, je te laisse là-dessus. Tu mélanges les concepts. C'est bon. Non, mais je vois mes filles qui se laissent... qui écoutent des influenceurs ou influenceuses, qu'on dit, je sais pas. Influenceurs. Et je me dis, mais ça, c'est pas d'allure. Des fois, c'est tellement vide. Mais eux, ils trouvent ça divertissant. Donc, c'est un divertissement. Donc, ils écoutent pas, ils font pas nécessairement 100% ce qui se dit. Mais quand même, ils sont abonnés, ces gens-là. Et moi, je me dis, OK, c'est différent. Genre, quel type de canal? Genre du maquillage, des choses comme ça? Ouais, toutes sortes d'affaires. Maquillage, début vingtaine, là, qui parle de maquillage, qui parle de soins féminins ou tout ce qui... mais là-dedans, il y a des affaires, des fois, qui... Tu dis, mon Dieu Seigneur, oui, c'est ça. Ça passerait pas à la télé, mais eux autres, ils l'écoutent. Donc voilà, c'est une nouvelle génération. Qu'est-ce que tu veux? Je ne juge pas, je m'en viens vieux, c'est ça. Moi, je t'invite de tirer une tablette, un dinosaure, avec mes pensées. Merci voilà. Pierre, merci tout le monde. Passez un agréable week-end. Oui, écoute, merci mille fois. C'est fort intéressant. Comme à chaque fois, tu es vraiment une personne captivante et motivée par ton travail, puis ça se transpose
poses ça vraiment bien, puis tu donnes des excellents trucs. Soyez à l'écoute de la société si vous voulez y participer, puis en fait, récolter aussi au niveau marketing. Il faut être sensible à ce qui se passe. Absolument. Et puis, bonne journée à toutes les femmes de ce monde. Je vous aime, c'est grâce à vous qu'on est ici. Puis, continuez la lutte. La lutte n'est pas finie. Puis, on en fait un petit bout de chemin, nous les hommes aussi, des fois. Bon. C'est bien dit, ça. OK, monsieur Nostradavid, comme tu te dis. Bye-bye. Alors, pour avoir l'information aussi, si les gens veulent avoir plus d'informations chez adviz.ca, tout simplement. Sinon, vous pouvez réécouter nos chroniques, tout simplement, sur ckvl.fm dans la section de « Me lancez pas des pierres ». Là, on va aller en pause promotionnelle et on va revenir tout de suite après avec monsieur Benoît D'Amico. Vous êtes sur les ondes de CKVL FM ou sur Internet en ce moment aussi, live Facebook, et puis sinon, sur le site Internet ckvl.fm. Voilà, on y va et on va revenir tout de suite après. Bonjour, ici Julien Guibellan, auteur de Vos voix ne nous atteindront plus. Cette semaine, je suis l'invité d'Amélie Boivin-Henfield à Samedi de lire. Soyez des nôtres, on vous attend. Samedi de lire, ce samedi midi.